bienvenue. Bienvenue à tout le monde pour cet échange que j'espère sympathique entre Dr Emmanuelle Granier et moi. Bienvenue à tous les aidants, tous les soignants, tous les intervenants sur cet échange sur la détresse professionnelle, le trauma vicariant, la fatigue de compassion, d'autant plus pertinent parce que nous avons tous été considérés services essentiels pendant cette pandémie, d'autant plus pertinent que cette pandémie s'étire, qu'elle devient un véritable marathon qui peut effectivement nous pousser dans nos derniers retranchements de résilience psychologique. Et donc, peut-être belle discussion à ce sujet, comment maximiser notre vitalité dans ces temps qui peuvent être difficiles professionnellement. Alors, ça me fait très plaisir de recevoir Dr Emmanuelle Granier, qui exerce comme psychiatre à Avignon, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec des patients suicidaires. Il a déjà d'ailleurs écrit le livre Idées noires et tentatives de suicide, Réagir et faire face aux éditions Odile Jacob. Mais surtout, Emmanuelle participe à plusieurs projets de soins qui visent à prévenir le syndrome d'épuisement professionnel. Il est coordonnateur de la première unité de soins pour les professionnels de santé en France. Il est conseiller technique psychiatre d'une des principales associations d'entraide de soignants, médecins, organisations, travail, santé. On s'est rencontrés il y a de nombreuses années à Avignon et puis Emmanuelle est venue aussi faire un stage à l'Institut. Alors, c'est vraiment depuis longtemps cette collaboration franco-québécoise. Et puis, il est également enseignant et superviseur auprès de l'association si connue, l'AFTCC, l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Merci beaucoup, Emmanuelle, d'être là aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Merci. Merci beaucoup, Pascal. D'abord, je te remercie de cette présentation. Pour moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir d'être en lien avec toi pour parler à la fois de se retrouver et puis pour parler de ces sujets qui nous sont chers. Tu es déjà venu nous faire plusieurs fois des formations sur le stress post-traumatique. En France, on a toujours beaucoup apprécié. Et je dois dire que le livre que tu nous proposes là est passionnant. Et passionnant à plusieurs titres. D'abord parce que c'est de l'expérience vécue et c'est de l'expérience vécue dont on a tous besoin. Dont on a tous besoin dans notre pratique quotidienne et encore plus maintenant. Tu disais tout à l'heure, voilà, le sprint se transforme en marathon. C'est vrai. Et pour nous, on est soumis justement à essayer de prendre en charge les soignants qui sont de plus en plus épuisés, de plus en plus fatigués. Alors, des soignants, donc effectivement, dans l'association où j'interviens, également dans la clinique où je travaille, on voit effectivement des soignants qui ont été mis à mal avec des images extrêmement difficiles, douloureuses pendant la pandémie, notamment d'ailleurs pendant la première vague en France, qui a été extrêmement pénible, aiguë. Et là, maintenant, on voit des gens qui sont effectivement, le rythme devient long, ça commence à être difficile, les confinements se succèdent, etc. Et prendre en charge tous ces soignants dans des tableaux divers, c'est vrai que ça devient compliqué, notamment, enfin on voit ça dans nos réunions aussi de supervision. Et c'est vrai que la première question que j'aimerais te poser, ce serait, est-ce que tu pourrais nous aider à y voir plus clair dans les différents tableaux? Le traumatisme vicariant est une chose dont on parle beaucoup actuellement, la fatigue compassionnelle aussi. Parfois, on se demande même si nous-mêmes, nous n'y sommes pas confrontés. C'est une question qu'on a régulièrement. Ouais, oui, voilà. Très bonne question. Absolument, on se dit, mais là, est-ce que moi, je ne suis pas moins... Voilà, donc, moi, la première question que je voudrais te poser, voilà, est-ce que tu pourrais nous aider à y voir plus clair dans ces méandres auxquels nous sommes confrontés ou parfois sur lesquels on se pose la question pour nous-mêmes? Ah, tu as raison, ce n'est pas toujours évident de pouvoir distinguer dans les différents troubles qui touchent les soignants. On est quelquefois vraiment meilleurs avec nos clients. En fait, quand on parle de trauma vicariant, on va parler de tout ce qui peut être par contamination avec l'expérience auprès de clients. Donc, ça veut dire que des soignants qui vont nous dire, Pascal, j'ai des images à répétition de ce que quelqu'un m'a raconté. Quand mon conjoint me touche, j'ai des images de cette agression sexuelle qui m'a été décrite. Ou j'ai des images aussi qui ne cessent de survenir parce que j'ai assisté lors de cette pandémie à des choses qui sont à l'encontre de mes valeurs. Et donc, ces blessures morales ont entraîné chez moi des symptômes post-traumatiques. Et donc, pas seulement des images, mais aussi
une impression de pouvoir avoir des cauchemars ou des symptômes d'évitement, des symptômes de réagir de façon très forte. Et effectivement, beaucoup de soignants, d'aidants ont pu assister quelquefois à des scènes qui ont pu les perturber. On est vraiment dans ce qu'on appelle les symptômes post-traumatiques par contamination et donc le trauma vicariant. Comme tu le disais aussi bien, Emmanuel, la fatigue compassionnelle ou la fatigue de compassion, on est dans un tout autre registre. On est dans la lassitude. On est dans l'impression que je ne me remets en question mon sentiment de vocation, je n'ai plus de plaisir à travailler, alors que ce métier autrefois me nourrissait tellement, me donnait cette impression d'être utile. J'ai l'impression de ne plus avoir de capacité à m'immerger dans le monde de l'autre et même à avoir un intérêt à connaître la détresse de l'autre, alors qu'avant, j'avais cette curiosité, cet intérêt qui m'animait. Maintenant, je ne l'ai plus. J'ai vraiment l'impression de très grande lassitude. Je continue peut-être à faire ce métier, mais sans n'y trouver aucun plaisir. Ouais. Dans le deuxième cas, on est vraiment dans le cas de l'usure et dans le premier, dans le cas du choc. Et c'est vrai que moi, j'ai reçu pas mal effectivement, de soignants qui se retrouvaient dans des situations où voilà, ils se retrouvaient dans cette espèce de moment où il y avait un conflit, notamment avec des fois des conflits de valeurs, etc., qui sont des choses très, très, très difficiles et très lourdes. En même temps, la question qu'on se pose souvent, et ça c'est quelque chose qu'on constate chez les patients, chez les soignants, patients soignants qui sont hospitalisés chez nous, c'est quand même le sentiment que ça vient agir sur des fragilités sous-jacentes et qu'il y a des mécanismes de fonctionnement finalement qui peut-être prédisposeraient à, j'allais dire, ces blessures des dents, des gens qui sont effectivement très, très motivés, mais on repère au bout d'un moment, j'allais dire, c'est pas tout le, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un peu le sentiment qu'il y a, c'est que, voilà, me semble, enfin, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. C'est tellement vrai, parce que tu vois, toi, hein, quand tu rencontres des soignants, des aidants, une des premières choses qu'ils vont nous dire, c'est comment ça se fait que ça m'arrive à ce moment-ci de ma carrière? Pourquoi pas plus tôt ou pourquoi pas plus tard? Et puis, ils vont souvent nous dire aussi pourquoi ça m'arrive à moi et pas à des collègues qui partagent pourtant la même profession. Et un des aspects importants, c'est effectivement, bon, il y a plusieurs modèles explicatifs qu'on présente dans l'ouvrage pour expliquer pourquoi est-ce qu'on développe ces symptômes-là. Mais un des facteurs importants que tu mentionnes, c'est que ce travail qu'on aime parce qu'il est complexe, parce qu'il nous fait aussi travailler sur soi, parce qu'il nous pousse souvent à réfléchir à des questions existentielles, spirituelles, relationnelles, bien, ce métier peut aussi ébranler des fragilités antérieures. Et il peut exacerber des fragilités antérieures, relationnelles, des abus, des traumas qu'on a vécus qui peuvent nous fragiliser et qui peuvent effectivement faire en sorte qu'on soit plus à risque de développer un trauma vicariant ou une fatigue de compassion. Et évidemment, ces fragilités peuvent être évoquées aussi lors d'un événement déclencheur. Hein, on sait à quel point, par exemple, le suicide d'un patient, la mort d'un patient peut être difficile. On envisage entre 40 et 55% des aidants et des soignants qui vont être confrontés au suicide d'un patient dans le courant de leur vie. Ce n'est pas anodin quand même, mais aussi des comportements régressés, des comportements hostiles, des aidants ou des soignants qui vont dire Pascal, je me suis fait cracher dessus ou bien je me suis fait dénigrer par un patient que je voulais pourtant tellement aider. On peut avoir effectivement interagir professionnellement avec des gens qui sont très, très régressés, très en détresse et qui peuvent avoir des comportements très hostiles envers nous qui peut, à ce moment-là, exacerber effectivement des fragilités antérieures. Alors ça, effectivement, ce sont des choses qu'on retrouve hein, dans cette usure, notamment. Alors, c'est intéressant parce que ce que tu décris, on peut le voir, j'allais dire, dans les deux cas, autant dans la fatigue compassionnelle que dans des éléments effectivement traumatiques. Il y a des gens qui vont bien et puis à un moment se font agresser et ça devient effectivement la grande difficulté. Ou alors, c'est les petites vexations au quotidien qui vont entraîner cette espèce d'usure ou alors le sentiment qu'en permanence, on vient déposer auprès de soi des pleurs, des difficultés et ça devient quelque chose d'éprouvant, d'usant. Je ne peux plus continuer comme ça. Combien de fois j'ai entendu des confrères ou des consoeurs me dire mais voilà, j'ai l'impression qu'ils viennent me grignoter de l'intérieur et que j'ai plus de force et c'est quelque chose que je ne peux plus entendre, je ne peux plus supporter ça. Alors, tu détailles un peu dans le livre, mais ce serait intéressant que tu nous le dises. Qu'est-ce que tu nous donnes comme recommandation finalement dans notre posture professionnelle face à ces patients pour finalement être, j'aurais envie de dire, être un peu au contact, mais pas trop. En même temps, j'allais dire,
tout en nous préservant pour durer, parce que en même temps, c'est bien ça, quoi. Je veux dire, c'est un peu ce à quoi on est confronté. Un bon soignant, c'est un soignant qui dure, pas un soignant qui s'épuise, parce qu'effectivement, quand il n'y a plus rien, ben voilà, plus là. C'est là-dessus Oui, que mais tout j'aimerais à avoir ton fait. sentiment. Oui, oui. Et tu as bien raison, hein, que c'est tout un défi d'essayer de rester dans cette zone de travail, en même temps pleine d'empathie, de bienveillance, de compassion, extrêmement curieux de l'univers de l'autre, sans glisser dans une posture beaucoup plus fragilisante qui est la posture de sympathie. Et régulièrement, des soignants et des aidants viennent nous voir, hein, et puis quand on essaie de décortiquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se retrouvent dans cet état, comment comprendre le développement des symptômes actuels, on va donc envisager plusieurs types explicatifs, plusieurs explications, modèles étiologiques, mais un de ceux-ci, c'est avec ce client, avec ce patient, avec ce malade, j'ai été malheureusement beaucoup trop impliquée émotivement. J'ai vraiment senti que je voulais qu'ils s'en sortent et j'ai glissé sans m'en rendre compte de l'empathie à la sympathie. Et dans cette posture de sympathie où je suis un peu plus le bon ami, où je suis la personne qui l'accompagne dans son rétablissement, où je veux qu'il s'améliore parce que peut-être qu'il y a des enjeux narcissiques, personnels qui sont en jeu. Oui, Si l'autre l'identification aussi. s'améliore, donc je suis un bon intervenant, bien évidemment, on est beaucoup plus à risque de trauma vicariant et de fatigue de compassion. Et j'imagine que tu as vu la même chose, Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on remarque cette posture de sympathie qui devient une autre identité fragilisante chez l'intervenant, qui oscille avec une posture de distanciation. Bon, Absolument, oui. et moi, je lui ai dit ce qu'il y avait à faire. C'est à lui à prendre ses responsabilités. C'est un peu insoutenable, cette posture de distanciation, parce qu'on est un peu dans la froideur, on est un peu dans la distance, c'est pas très nourrissant. On retourne dans la posture de sympathie, où là, on est beaucoup trop pris. Et finalement, je vois souvent des intervenants qui vont osciller dans ces deux postures extrêmes, sans jamais être dans la posture idéale, où on est à la fois le plus efficace et à la fois on se ménage le mieux, on est le plus en contact avec soi et on garde notre vitalité. Alors effectivement, c'est dangereux de pouvoir, s'en rendre compte, glisser dans la posture de sympathie, osciller avec une posture de distanciation, trouver ça peu satisfaisant, retourner dans la posture de sympathie, c'est trop prenant, je retourne dans la posture de distanciation et finalement, je ne suis jamais dans la bonne posture. Je suis jamais dans la posture et effectivement, ce que ça amène aussi, c'est avec notre patient comment dire, un relationnel finalement un peu oscillant, dans lequel lui ne sera pas satisfait et donc par conséquent, nous-mêmes ne serons pas satisfaits. Et je crois que c'est tout à fait effectivement important d'avoir conscience de ces mouvements, et c'est ce que tu dis très bien dans ton livre, et enfin, moi en tout cas, l'ayant lu, tu vois, ça m'a amené à des réflexions, tu vois, sur des prises en charge que j'avais, etc. Et où effectivement, très rapidement, on prend conscience de se dire, mais au fond, à quelle distance je me positionne, et c'est effectivement, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, à se questionner tout le temps en se disant, voilà, à quelle distance et dans quelle posture par rapport je me situe par rapport à ce patient. Voilà. Alors, mais ça a à voir aussi avec j'ai envie de dire, avec des mouvements émotionnels. Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est des éléments narcissiques. Si mon patient s'améliore, c'est que je suis un bon Un bon thérapeute. intervenant, ouais. Voilà, si jamais il va pas bien, c'est ma faute. Mais alors au fond, finalement, il met tout en échec. Finalement, je lui ai tout donné. Et c'est vrai que comment dire, ce passage de la sympathie en tout cas, cette sortie d'empathie vers la sympathie et ou antipathie, ça a à voir un peu avec des émotions, finalement, qu'on n'arrive pas toujours à réguler au sein de nous-mêmes. Donc, finalement, qu'est-ce que tu nous donnerais un peu, là aussi, comme conseil pour travailler sur nos émotions, éventuellement, pendant l'entretien? En fait, c'est une super bonne question parce que avant qu'on puisse mettre en place des stratégies de souplesse émotionnelle, de souplesse cognitive qui ont été démontrées comme efficaces pour diminuer notre risque de trauma vicariant et de fatigue de compassion, qui ont aussi été démontrées comme efficaces pour augmenter notre résilience, il faut aussi pouvoir être en contact avec soi. Et c'est pas pour rien que dans plusieurs écoles de psychologie à travers le monde, on exigeait que les gens qui soient de prochains intervenants aient eux-mêmes fait une psychothérapie. Connaître un peu nos zones d'ombre, mais surtout
et en direct, être en contact avec que se passe-t-il chez l'autre. Et ça, c'est 95 de notre formation et malheureusement, souvent 95 de notre intérêt en direct, c'est l'autre. Hein? Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Et qu'est-ce qui se passe chez moi? Alors, pour faire beaucoup de supervision en arrière du miroir, hein, c'est-à-dire que les psychologues seniors que je supervise ou les très jeunes psychologues que je supervise à l'école de psychologie de l'UQAM, je les enregistre sur vidéo, on fait l'analyse microscopique, macroscopique des entrevues, on les enregistre et on regarde ce qui se passe en direct. Et ça nous permet de voir que très souvent, même si les gens connaissent les stratégies de souplesse émotionnelle, de souplesse cognitive, d'auto-soin, dont on va peut-être parler tout à l'heure, le point le plus important, c'est si je me perds de vue en direct, je ne peux pas appliquer ce qui se passe. C'est d'autant plus important de pouvoir se dire non seulement comment va l'autre, comment il va en relation avec moi, mais pendant qu'il me parle de cette agression, pendant que cette maman me parle de cet enfant qu'elle a eu, qui s'est suicidé. Hein, je travaille beaucoup aussi avec des mamans qui ont eu leur enfant assassiné. Pendant qu'elle me raconte ça, comment moi je vais corporellement? Comment j'encaisse cette nouvelle? La description de la scène de mort. Comment je me sens émotivement pendant qu'elle me raconte ça et que peut-être que je sens que, oh mon Dieu, elle me raconte ce qui s'est passé avec sa fille de 13 ans. J'ai une fille de 13 ans. Ça vient m'émouvoir en direct. Qu'est-ce qui se passe cognitivement? Est-ce que ça remet en question des choses sur ma spiritualité, sur la société, sur le système de justice, le système hospitalier? Et le premier point, avant qu'on aborde toutes les autres stratégies, ça va aussi de faire une place à soi simultanément avec les deux autres univers. Or, souvent dans notre formation et dans notre travail, on a 95 de notre intérêt qui est sur l'autre. On devrait avoir beaucoup plus de pourcentage de curiosité envers soi, réaliser en direct ce qui nous trouble, nous déséquilibre, nous pousse dans les câbles, nous émeut, parce que c'est cette première conscience qui va permettre d'appliquer tout ce qu'on va voir par la suite. Oui, moi je suis toujours, j'allais dire, admiratif de voir comment tu réussis à garder ce sourire, cette conviction quand j'entends les histoires auxquelles tu es confronté. On est confronté en tant que soignant à des histoires extrêmement difficiles, douloureuses, mais ta pratique auprès des victimes, vraiment, je pense que tu es une de celles qui plonge le plus dans la difficulté. C'est quand même quelque chose qui est, je trouve, tu réussis à gérer ça de manière admirable. Et les moyens que tu nous donnes dans ce livre sont tout à fait, tout à fait remarquables. Alors, ce qu'on constate, enfin, ce que tu dis aussi dans ton livre, et qui est tout à fait exact, c'est que souvent, il y a en même temps énormément on en a parlé un peu tout à l'heure, de pensée automatique chez les soignants, voilà, un peu de vision toute faite, mais tu viens aussi de nous en dire, quoi. C'est-à-dire que je me centre sur le patient, et pas du tout sur ce qui se passe chez moi, je ne fais aucune place à ce qui se passe chez moi. Alors que si je faisais une place à ce qui se passe chez moi, je verrais peut-être que je ne vais pas bien, qu'il faudrait peut-être que je demande de l'aide, qu'il faudrait que... voilà, c'est un peu le je dois, il faut en permanence, je dois tenir, je dois être comme ci, je dois être comme ça, je dois arriver à tel résultat, s'écouter, c'est être paresseux, etc. etc. Et voilà, nous, en tout cas... Absolument. Et oui. ce qu'on constate beaucoup avec les soignants qu'on a en hospitalisation, ou même quand ils appellent l'association, ce sont des gens qui finissent, j'allais dire, par s'écouter, parce qu'au bout d'un moment, ils sont en bout de course. Ils ne se sont pas du tout écoutés avant, ils se sont tellement peu écoutés qu'ils arrivent, ils sont totalement épuisés, totalement en burn-out, totalement lessivés. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette prise de conscience avant, plus de souplesse cognitive dans le travail, finalement, au quotidien. Et c'est quelque chose que tu détailles très bien dans le livre, cette culture, finalement, de la souplesse cognitive et de l'indulgence vis-à-vis de soi. Et je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant, Emmanuel, c'est-à-dire que souvent, s'écouter, c'est vu comme étant de la complaisance. Et dans le langage populaire, on a mélangé s'écouter avec jouer à la victime, être complaisant envers soi et régenter tout le monde autour de soi. Alors que ce n'est pas du tout ça l'objectif, de devenir soudainement égoïste, extrêmement narcissique, centré sur soi et régenter tout le monde autour de soi. S'écouter sainement, ça veut dire savoir en direct
ça vient me troubler. Ce que je viens d'entendre me pousse dans les câbles. Il faut que j'applique en toute autonomie, responsabilité envers soi, les stratégies que je connais pour la prévention du trauma vicariant et de la fatigue de compassion, pendant que ça se passe, entre mes entrevues de la journée, et puis ensuite à la fin de la journée, pour que je puisse continuer à faire ce travail-là longtemps et avec plaisir. Et pendant que je fais ça, je ne suis ni narcissique, ni en plein rôle de victime, régressée à demander à tout le monde de s'occuper de moi. Pas du tout. Au contraire, c'est très responsabilisant. Et tu mentionnes aussi quelque chose d'important, tous les préjugés que certains soignants et aidants peuvent avoir envers reconnaître qu'ils ne vont pas bien ou même la consultation. Quand ils sont devant moi en consultation, une des premières choses qu'ils vont me dire, c'est d'abord, je me sens un peu mal d'être ici, j'ai l'impression que je prends peut-être la place de quelqu'un d'autre qui souffre davantage que moi. Ils vont avoir l'impression que je souffre, mais peut-être que je devrais me parler autrement. Et puis, spontanément, je vais avoir tendance à leur dire, vous savez, tout ce que vous allez me dire aujourd'hui, en aucun cas, je ne vais prendre ce que vous me dites comme étant un indice de votre efficacité ou de votre compétence professionnelle. Et j'ai réalisé que je devais le dire parce que l'inquiétude sous-jacente, qui est souvent en filigrane, c'est, mais si je vais dire à Pascal que je souffre d'anxiété, et moi je suis dans une clinique spécialisée en anxiété, peut-être qu'elle va trouver que je suis vraiment un mauvais intervenant et que je ne suis pas digne de continuer à travailler. Et souvent, je vais leur dire, vous savez, je sais à quel point vous pouvez avoir un double standard extraordinairement efficace, plein de compassion, de bienveillance, d'efficacité envers vos clients, vos patients, et une très grande dureté envers vous. Et vous savez, on n'est jamais en empathie envers soi. On est toujours en sympathie envers soi, ce qui nous rend automatiquement beaucoup moins efficaces que ce qu'on ferait avec nos clients. C'est tout à fait normal qu'on soit démunis envers nos propres difficultés que ce qu'on fait avec nos clients. On peut avoir un sentiment d'efficacité incroyable envers nos clients qui pourraient avoir les mêmes symptômes que nous, mais nous, comme on est automatiquement en sympathie, englués dans toutes les zones de fragilité qui ont été exacerbées, on est très peu efficace envers soi. Et ce double standard est très, très présent chez les soignants. Je devrais être meilleure. Mon Dieu, si je dis ça à Pascal, est-ce qu'elle va me juger? Est-ce qu'elle va considérer que je ne suis pas à la hauteur du mandat que je continue à exercer? Et ça entraîne un énorme sentiment de solitude. Avec souvent d'ailleurs des éléments de syndrome de l'imposteur. Ils pensent que je suis compétent, mais au fond, ce n'est qu'un concours de circonstances, si je suis là, etc. Ce syndrome qui est toujours présent et qui ravivait au moindre, comment dirais-je, au moindre événement prêt à ressurgir. Et donc, pour essayer de faire face à ça, je dois être bétonné, sans le moindre problème. Et si en même temps je reconnais cette souffrance chez moi, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Et donc, cette souffrance va souvent continuer à s'amplifier jusqu'à devenir débordante et jusqu'à arriver à ces tableaux de fatigue compassionnelle que tu décris. Comme ce que tu soulignais d'ailleurs très bien, c'est que dans la terminologie populaire, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais en France, quelqu'un qui s'écoute, voilà, il s'écoute trop celui-là, enfin en tout cas dans le sud de la France, c'est oulala, lui il s'écoute trop, et c'est le soignant n'a pas le droit de s'écouter. Et alors, justement, il y a un peu ce leitmotiv, finalement, qu'on dit de plus en plus, c'est prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Et donc, finalement, le développement, tu le disais tout à l'heure, et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le développement de la prise en compte de soi, de ses besoins, et puis même du bien-être de nous-mêmes, de ce qui va nous faire du bien pendant la consultation, entre les consultations, c'est-à-dire au-delà de dire à les gens, souvent, il faut que je prenne une semaine de vacances et ça ira mieux, mais oui, c'est dans 2 mois, dans 3 mois, donc évidemment, pendant ce temps, la situation a encore le temps de se dégrader largement, mais d'être dans l'auto-soin, c'est le terme que tu disais, ça m'a beaucoup plu, ici et maintenant et un peu au quotidien. C'est des... Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est un peu ça. Hein? C'est de changer. Je m'écoute, encore une fois, par impression nombriliste, plutôt que je
prends de façon mature soin de moi pour continuer à être au service de la population. C'est quand même admirable ce que nous tous nous faisons, d'être au service de la population sans cesse, comment maintenir cette vitalité. Et si je suis en contact en direct sur ce qui vient de me troubler, je peux donc appliquer les stratégies pendant. Je peux aussi, entre deux clients, plutôt que de me lancer sur l'ordinateur ou dans la salle d'attente pour chercher quelqu'un d'autre, simplement réaliser, il vient de se passer quelque chose d'important. Je vais prendre 5 minutes, 10 minutes, juste pour appliquer certaines stratégies de souplesse émotionnelle, de souplesse cognitive, parce que je veux pouvoir offrir cette belle qualité d'écoute, cette expertise à ce prochain client sans être affecté par ce que je viens de voir, d'assister, de soutenir, de supporter, mais aussi parce que je ne veux pas que cette entrevue qui m'a bouleversée devienne un grain de sable qui va par la suite créer mes symptômes de syndrome de fatigue de compassion et de trauma vicariat. Et puis, à la fin de la journée, je vois trop souvent des intervenants qui ont eu une séance extrêmement lourde, chargée. Vous savez, ces séances où on sent qu'elles sortent de notre ordinaire, qui vont faire comme si de rien n'était, qui vont partir de l'hôpital, de la clinique, du cabinet de consultation, et puis qui vont rentrer chez eux où les attend d'autres responsabilités, d'autres mandats, d'autres stress, sans avoir pris le temps de simplement noter ce qui vient de se produire, appliquer des stratégies pour pouvoir ensuite sauter plus facilement dans la prochaine identité de papa, de maman, d'amoureux, finalement, qui m'attend, sans faire comme si de rien n'était. C'est pas qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé quelque chose avec lequel il faut que je compose. Et là encore, sans du tout jouer la victime ou régenter tout le monde, mais simplement prendre soin de soi dans le quotidien en direct. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important. S'autoriser à prendre du temps, s'autoriser à se regarder, s'autoriser à dire, voilà, ce que j'ai vécu et ce que le patient a vécu est très lourd, mais du coup, ce que j'ai vécu aussi est lourd. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a du mal à s'autoriser à dire. Ce que j'ai vécu en attendant, cette personne qui a vécu des choses très pénibles est aussi pénible pour moi et je peux le reconnaître pleinement et prendre soin de moi là-dedans. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que tu développes et je pense que c'est vraiment j'allais dire, un fil rouge qu'il faut qu'on tienne pour à la fois continuer dans ce métier et continuer avec plaisir. Parce que y a autre chose quand même, moi, qui me paraît très important, c'est la dimension de plaisir. C'est que on est dans un métier de passion en même temps. Je veux dire, on ne fait pas... voilà, enfin, tous les métiers sont très bien, mais on est, nous, professionnels de santé mentale, et je crois qu'on fait ça avec plaisir. Enfin, en tout cas, quand on rentre là-dedans, c'est avec une passion, une conviction, une fougue, on a envie d'aider, on a envie d'y aller, etc. Et il me semble, alors j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, qu'il y a un tel investissement que quand il y a un sentiment d'usure ou de trauma compassionnel, la douleur peut être encore plus importante. Tellement il y avait de plaisir au début que le plaisir perdu est encore plus douloureux. Tu vois, enfin, moi, c'est vrai parce que c'est souvent une vocation. Hein? On a décidé qu'on ne se centrait pas sur l'argent ou que ce n'était pas le design qui allait être le cœur de notre vie ou bien, je ne sais pas, l'économie ou la mode. On a considéré que c'était l'autre, l'être humain. Hein? L'univers cognitif de l'autre, émotionnel de l'autre, sa santé physique, sa santé mentale, son bien-être, ça nous a occupés pendant toutes ces années. Et ce que tu mentionnais si bien, Emmanuel, c'est que malgré toutes ces années, hein, on a mutuellement presque, moi, ça fait 26 ans que je suis psychologue, 22 ans spécialisée en trauma, en deuil traumatique. Il y a des séances, il y a des choses qu'on observe qui ne deviendront jamais anodines. Voir quelqu'un qui s'automutile, voir quelqu'un qui nous parle de tentative de suicide, devoir enlever les droits à quelqu'un pour dire, écoutez, vous m'inquiétez trop, je ne peux pas vous laisser partir aujourd'hui, il va falloir que j'appelle des policiers pour vous amener à l'institut de soins. Ce n'est pas des choses, même après 26 ans de travail, qui sont anodines. C'est des choses encore qui nous marquent parce qu'on a justement cet intérêt, cette curiosité, cette passion pour que l'autre soit bien. Et évidemment, nos qualités d'empathie sont aussi nos limites, c'est-à-dire que des fois, oups, on est tombé dans la sympathie, ça nous touche encore plus ces comportements d'automutilation psychologique ou physique ou ce à quoi on a assisté dans ces derniers moments en soins palliatifs, par exemple, ou à l'urgence quand j'étais neurochirurgien.
il n'y a pas personne qui perd des patients avec légèreté. Ça marque toujours. Et donc, effectivement, toutes ces stratégies sont faites pour pouvoir maximiser effectivement notre vitalité, même si on note que ça va toujours nous accrocher un peu. Et puis, bien, ce que tu disais si bien, c'est retrouver ce plaisir, cette légèreté d'aider, parce que c'est quelque chose qui nous a fascinés et qui nous fascine toujours, hein, qui nous intéresse chez l'autre. C'est pouvoir garder, et je trouve que ton livre nous y aide beaucoup, à garder cet émerveillement. À garder cet émerveillement dans la rencontre sans s'épuiser. Sans s'épuiser en prenant le temps, parce que des fois il faut le prendre, parce que des fois il n'y a pas d'autre solution que de prendre le temps, enfin, c'est vraiment nécessaire, en étant attentif à nos émotions, à nos pensées, à ce que je suis en train de me dire pour effectivement ne pas sombrer dans quelque chose de trop contraignant. Et effectivement, garder cet émerveillement, moi, voilà, dans la rencontre, dans le lien avec l'autre. Et il me semble aussi qu'une chose un peu importante, c'est également qu'on soit aussi, et c'est peut-être un peu aussi, tu vois, moi en tout cas, c'est un des signes que je vois ce soir, c'est être en lien les uns avec les autres. Tu vois, il y a l'Atlantique qui nous sépare, et en même temps, on se retrouve autour de cette même passion, dire, de la rencontre, du soutien à l'autre. Et voilà, et moi, c'est quelque chose que je trouve de tout à fait important, de pouvoir être alors, dans l'attention, dans le soin opérant, empathique à l'autre, et en même temps dans l'attention que nous portons, qu'on se porte à soi-même et que nous portons à nous-mêmes, en équipe, voilà, toi tu disais tout à l'heure, je supervise, on sent en même temps tout l'intérêt que tu portes à ces étudiants que tu supervises, et avec ce soin aussi, soin aux patients, soin à nous-mêmes, soin aux autres de notre confrérie. Et je vois qu'enfin, tout à l'heure, il y avait une question, c'était est-ce que, tu me diras ce que j'en pense, mais est-ce que la supervision ne serait pas finalement un des principaux remèdes contre la fatigue de compassion ou le trauma vicariant? Mais en Voilà, fait, tu mentionnes quelque chose de tellement intéressant, le sentiment de solitude. On a fait une grande étude auprès de 1000 intervenants en santé mentale au Québec. Et une des choses qui nous a émus beaucoup, c'était de voir que nos résultats montraient que, du moins pendant cette pandémie, hein, parce que notre collecte s'est faite en juillet dernier, les intervenants en relation d'aide se sentaient plus seuls que la population générale. Alors, il faut quand même noter que ils vont être excellents pour donner des soins. Ils sont encore en double standard, hein, évidemment, mais intérieurement, il y a beaucoup cette impression d'isolement. Peu de personnes à qui je peux me confier. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui comprennent ce que je vis? Et donc, ça aussi, c'est tellement important de pouvoir dire comment est-ce que je peux retrouver des groupes d'échange, de pairs de supervision, pouvoir parler de choses qui sont politically incorrect. Hein? Est-ce que ça se dit, par exemple, entre nous, de dire j'ai une patiente qui m'exaspère, j'ai une patiente avec laquelle j'ai de la difficulté à être en empathie, ou bien j'ai encore de la difficulté à accepter ces comportements qu'elle a qui me bouleversent. Suis-je incompétent si ça me fait quelque chose? Et puis, personnellement, s'exposer au beau, au grand, à l'inspirant. Et dans notre quotidien, on peut souvent, dans notre quotidien professionnel, on peut souvent être en contact avec de la petitesse humaine. Hein? Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont été agressés, violés. Je me dis, mon Dieu, il y a beaucoup de petitesse, de laideur humaine qui a fait en sorte qu'ils se retrouvent devant moi. Je les admire, j'ai vraiment, je me sens comme c'est un privilège de pouvoir les aider, mais il y a beaucoup, on est en contact avec ce que la laideur a pu faire à ces gens-là. Et on est donc quelquefois obligé de se dire, je vais forcer la note au point de vue personnel pour m'exposer à de la grandeur, à de la beauté, à de l'inspirant, parce que ça ne viendra pas tout seul. Et ça fait partie des auto-soins dont tu parlais. Comment garder cette vitalité, ce plaisir, bien, ça passe aussi par les auto-soins où je vais m'efforcer d'être en contact avec ce que l'être humain peut m'offrir de plus beau. Parce que je peux aussi être en contact dans mon quotidien avec ce que l'être humain a pu faire de plus laid ou peut faire de plus laid dans mon unité, dans ma clinique, etc. Oui, non, je partage totalement cette vision, et
enfin, je trouve, tu vois, je retiens une phrase, enfin, je retiendrai plein de choses, mais tu vois, ce que tu viens de dire, je retiens comme un privilège de pouvoir vous aider. Tu vois, je trouve que voilà, c'est une phrase qui me paraît, tu vois, qui me paraît porteuse de sens, effectivement, et qui peut nous aider à retrouver justement cette énergie, garder, voire retrouver si nécessaire, cette énergie de soigner et d'être au contact de l'autre. C'est très associé à la satisfaction de compassion. Hein. Excuse-moi, Emmanuel, mais justement, trouver un sens à ce qu'on fait, c'est aussi très lié à la satisfaction de compassion. Et beaucoup d'intervenants et de soignants vont me dire, Pascal, je veux retrouver ce sens, je veux retrouver le fait que je me sens privilégiée de pouvoir aider dans cette posture si particulière, hein, d'aider un autre être humain souffrant, de retrouver le plaisir de faire ça, et puis aussi de pouvoir être en contact avec ce nouveau syndrome qu'on veut étudier de plus en plus, c'est-à-dire, bien sûr, il peut y avoir le trauma vicariant, ça veut dire être traumatisé par procuration, mais il peut aussi avoir la résilience vicariante, c'est-à-dire, à force d'être en contact avec des gens qui souffrent, qui ne savent plus ce qui se passe, qui sont en déséquilibre émotionnel, psychique, physique, et les voir s'améliorer, je suis aussi en contact avec des modèles de résilience. Et ça aussi, ça peut m'aider. Alors, il n'y a pas que par procuration des choses négatives dans ce métier, il peut y avoir aussi beaucoup de résilience vicariante. Et puis, combien de soignants, hein, et même nous, hein, Emmanuel, où on s'est dit, ben moi, j'ai donné des groupes de gestion de la colère pendant des années, j'ai donné des groupes de gestion d'anxiété, j'ai enseigné au doctorat ce cours sur la restructuration cognitive. Puis maintenant, à force de donner ces groupes, je commence à internaliser moi-même les stratégies que je dis à mes clients de faire. Alors, ça peut nous apporter beaucoup de choses sur plein d'aspects de notre vie. Hein? Réfléchir à des questions spirituelles, existentielles, sentir aussi qu'on touche à l'essentiel. Hein? Souvent, les soignants vont me dire, Pascal, ces séances qui feraient peur à beaucoup de professionnels, hein, les gens me diraient, oh mon Dieu, c'est trop intense. Ben, moi, au contraire, j'ai l'impression que je touche à l'essentiel. Je touche à quelque chose de tellement authentique qui est rare dans notre société. Donc, tous ces éléments, hein, de dire je grandis au contact de ce métier, je peux m'améliorer au contact de ce métier, ça pousse une réflexion, ce métier. Beaucoup qui vont me dire je me sens privilégiée. Peut-être que si je n'avais pas fait ce métier, je me serais dit, ben, j'ai eu une enfance vraiment très, très ordinaire et puis mes parents n'ont pas vraiment fait. Mais maintenant que je regarde ce que d'autres n'ont pas eu, je me dis, mon Dieu, moi, ce que je considérais comme acquis, mais c'est quand même extraordinaire que j'ai eu ça. Hein? Et puis, je me sens privilégiée d'avoir eu cette enfance, cette école, cette adolescence, parce que quand je regarde autour de moi, je suis en contact avec des vies où ils n'ont même pas eu ce que moi je considérais le minimum et que je n'étais même pas apte à reconnaître et à apprécier. Alors, il y a beaucoup effectivement d'aspects de cette résilience vicariante et de satisfaction de compassion qui sont importantes à renoter et à ressavourer, en fait. Ouais. Profiter dans un bon sens, c'est-à-dire ce que tu dis, ce que j'entends, et c'est vrai que c'est quelque chose que comment dire, j'allais dire, pas que je remarque, que je vis, j'ai envie de dire, effectivement, de plus en plus, où se nourrir de ces rencontres qu'on fait. Alors, effectivement, le sentiment, des fois, j'espère souvent, pouvoir aider l'autre, et en même temps, quand on constate les autres qui s'améliorent, pouvoir aussi être, comme tu dis, avoir ces modèles de résilience, etc., qui finalement aussi nous aident et nous permettent aussi de dire, ben oui, quand même, c'est remarquable le travail qu'il arrive à faire. Peut-être là, je peux accompagner et je peux en être content. Et en même temps aussi de prendre conscience de la chance que nous, on a pu avoir et qu'on a aussi justement dans notre pratique, dans notre métier, dans les échanges qu'on a, dans la confraternité, dans le soutien qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Je trouve que c'est une manière heureuse de continuer à voir notre travail. Je ne sais pas si on a encore du temps. Je ne sais pas, c'est...
Je crois que oui. Et puis, bien, sinon, bien, peut-être que je peux prendre une Oui, dernière voilà, il y avait des question, hein, parce questions. que j'en vois plusieurs Oui, ouais, il y bon, avait des on a eu questions. notre OK de notre chef d'orchestre pour continuer Oui, quelques voilà. minutes. Donc, On il ne y a vous des retiendra questions. pas trop longtemps quand même, vous tous, mais c'est si intéressant de pouvoir te voir. Mais tu disais, c'est si intéressant de se voir autour de cette discussion. Moi, j'aurais beaucoup aimé te voir autour d'un pastis pour échanger autour de tout ça. On va se contenter du Zoom. Qu'est-ce que tu veux que On je peut te aller dise? continuer la discussion. Le pastis, on pourra se le faire, mais plutôt dans le. Nous c'est plutôt le vin. Hein, dans les Côtes du Rhône, on est plutôt du Non, bah, bon. excuse-moi. Plutôt un bon vin rouge. Le petit rosé, d'accord. Alors, écoute, il y avait des gens qui posaient la question, quelles étaient les stratégies de souplesse émotionnelle ou Mhm. cognitive? Alors, on n'a pas énormément de temps pour pouvoir les détailler, mais en fait, la souplesse émotionnelle, cognitive, ça va être vraiment de pouvoir observer aussi, et tu l'as mentionné si bien tout à l'heure, Emmanuel, tous les absolus. Hein? Tu nous as parlé des je dois, il Oui, faut, je dois, il faut absolument, oui. voilà, et beaucoup de double standards. Les mots absolus aussi. Jamais, toujours, tout le monde. Des intervenants qui vont dire, Pascal, je viens de consulter parce que j'ai réalisé que je commençais à avoir une très grande rigidité cognitive. Je commençais à avoir beaucoup de jugement envers ma clientèle, envers moi-même. Je commençais à être plus hargneux. Je commençais à avoir des jugements beaucoup plus tranchés. Alors, justement, hein, on sait et on le voit avec la pandémie, comment cette souplesse cognitive se permettre l'imperfection, se permettre aussi la bienveillance sans la complaisance, va se permettre que on essaye tous hein, de faire notre possible, on essaye tous de, hein, puis on n'est pas parfait, puis on n'a pas de certitude, puis il faut tolérer cette incertitude-là, mais tout ça fait partie de la souplesse cognitive à entretenir. Et malheureusement, le trauma vicariant ou la fatigue de compassion viennent souvent avec une rigidité cognitive qui, elle, en plus, entretient notre détresse. Alors ça aussi, c'est un bon indice à garder en tête. Mm. Voilà. Alors, Et puis, on a parlé de supervision, hein, pour reprendre les questions oui, qu'on voit. La la supervision, meilleure sur le ouais. trauma vicariant. Moi, je pense que oui. Hein, je pense que ça rejoint un peu ce que, il me semble, hein, ce qu'on disait, la supervision, c'est quand même, ou l'intervision aussi, puisque en groupe hein, aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses, et notamment au sein de l'association, hein, de pouvoir partager les difficultés qu'on a. Alors, j'aurais envie de dire, parce que moi j'interviens dans l'association, j'interviens aussi en soins palliatifs, de pouvoir partager les difficultés, les souffrances et aussi les bonheurs qu'on a, Mm. ces bonheurs de soignants dont on parlait, mais les difficultés, les choses dont on n'est pas content, pour lesquelles nous ne sommes pas contents de nous. Quand on est alors en supervision, avec un superviseur qu'on sent qui doit être, parce que je crois que c'est le rôle de la supervision, d'être bienveillant, mais encore plus en intervision, quand on est dans un groupe où on se connaît bien, etc., pouvoir s'autoriser effectivement à dire, ben là, voilà, c'est exactement ce que tu nous disais tout à l'heure, j'ai le sentiment d'avoir été peut-être trop rigide, trop jugeant, trop rejetant, et en même temps, c'est pas forcément moi, c'est pas forcément quelque chose que je reconnais de moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie de moi, et pouvoir le formuler, l'exprimer au sein d'un groupe, peut-être permettre aussi de rendre compte qu'on commence tout doucement à rentrer dans cette situation de fatigue, de compassion, ou alors qu'on a été trop éprouvé par une séance, etc., qu'on voulait voir se terminer rapidement. Et ça peut être quelque chose, me semble-t-il, qui peut nous aider à prendre mieux conscience justement du glissement dans lequel on est, dans lequel on est peut-être en train de rentrer justement vers ces travers-là. Et alors, je pense que ton expérience est riche dans ce domaine-là, mais il me semble que justement la supervision, c'est vraiment le lieu où ça peut s'exprimer, ça peut avec Tout à fait. sécurité et j'allais dire bien-être et confort, entre guillemets. Absolument. Et je pense qu'en France, c'est pareil comme chez nous. Hein. Nous, on doit faire absolument des heures de supervision obligatoires, peu importe notre C'est en expérience, train notre de venir chez expertise. nous. Pas autant, mais c'est en train de venir.
Alors, on doit absolument le faire pour avoir notre permis professionnel. Et peu importe notre niveau d'expérience, d'expertise, on doit tous recevoir de la supervision d'un collègue de façon bien détaillée et tout. Et je pense que c'est une des voies importantes. Et puis, pour terminer, peut-être, je regardais des questions qui nous avaient été acheminées. Une question, est-ce que la souplesse corporelle est-elle aussi au programme? Oui, il y a un chapitre complet sur les stratégies corporelles. Vous mentionnez quelque chose de très important, Sophie, c'est qu'effectivement, les gens nous disent souvent, bien voyons, tu es assise toute la journée ou bien tu te promènes à l'hôpital et tu regardes des malades qui sont étendus, c'est pas très exigeant corporellement. Il faut réaliser qu'on ne fait pas juste entendre des gens. On les écoute, on les soutient, on les traite, on les accompagne et c'est très difficile corporellement. Pour voir beaucoup d'entretiens en arrière du miroir, je peux voir des soignants tendus qui arrêtent de respirer, qui encaissent la description de trauma, qui gardent cette rigidité corporelle-là. Donc, très bonne question, très, très important d'avoir aussi cette souplesse physique. Une autre question, pour un trauma d'attouchement, recommanderiez-vous de faire usage de l'EMDR? Alors, effectivement, on peut avoir plusieurs types de traumas comme soignant ou comme aidant. On peut avoir des patients qui sont agressifs envers nous. J'ai pu recevoir des soignants, des intervenants, des psychologues qui avaient vécu des agressions de la part de patients, des patients narcissiques, des patients désorganisés, des patients qui pouvaient les agresser. Et effectivement, dans le livre, vous allez trouver les stratégies pour maximiser cette vitalité, mais quand vous allez aussi trouver plusieurs pages, quand c'est trop quand ça a été trop traumatique, il faut carrément aller dans des stratégies pour soi pour traiter le trouble de stress post-traumatique. Et dans ces stratégies, il va y avoir de l'exposition graduelle in vivo, de l'exposition au souvenir du trauma ou de l'EMDR, qui est aussi une très bonne stratégie d'exposition pour digérer l'événement traumatique. Donc là, on n'est pas seulement dans maximiser notre vitalité, mais on est aussi dans je digère un événement traumatique où j'ai eu peur pour mon intégrité physique ou ma vie sur les lieux du travail. Et pour recommencer à travailler, il faut que je diminue mes symptômes post-traumatiques. Dernière question, peut-être avant qu'on se quitte. Je culpabilise de m'épanouir dans mon métier d'aidant car ça signifie que j'ai besoin de personnes qui souffrent pour aller bien. Alors, tout à fait la dimension ici, hein, si on est en empathie, on va se trouver privilégié d'aider. On va trouver qu'on a du plaisir à aider. La différence quand on est en sympathie, c'est qu'on a besoin d'aider pour être quelqu'un. Et là, on commence à être dans quelque chose qui est moins sain. Donc, oui, trouver un privilège à aider, oui, sentir que c'est quelque chose qui rajoute à notre bien-être, mais quand on sent qu'on a besoin de ça, quand on sent qu'on a besoin que les autres aillent mieux pour qu'on se considère bon soi-même, quand on a l'impression que ça ne va pas assez vite parce que ça signifie qu'on n'est pas compétent ou qu'on a mis tous nos œufs relationnels dans le même panier professionnel, c'est-à-dire j'ai très peu investi mes autres relations, mais beaucoup mes relations avec mes patients. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus malsain. Et donc, trouver cet équilibre entre les deux va être aussi quelque chose d'important. Je partage totalement ton avis. Hein. C'est vrai que arriver à se distancier un peu, je crois que c'est tout à fait indispensable. Parce que sinon, effectivement, je pense que ton expression de mettre tous nos œufs relationnels dans le même panier est tout à fait. Dans le même panier professionnel. Dans le même panier pour des professionnels, est tout à fait adapté. Voilà. Manu, ça a été très agréable de te revoir et de discuter de ça. Vous tous qui étaient là, c'était très agréable de vous savoir là aussi, d'échanger dans cette espèce de grand moment hein, d'échange de professionnels. Oui, voilà. Transatlantique et supra-atlantique. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te retrouver. J'espère que tu pourras venir nous faire la formation sur le. C'est prévu. On espère que la prévu, pandémie voilà, j'espère que les circonstances sanitaires permettront de nous voir in real life, ce qui sera plus agréable. Écoute, en tout cas, voilà, moi je ne peux que recommander à tout le monde de lire ton livre, Entretenir ma vitalité des dents, hein, aux éditions de l'Homme. Bon, en tout cas, je l'ai déjà recommandé à des soignants qui sont venus me voir en consultation. Je lui ai dit, écoutez, il vient de sortir et je crois que vraiment c'est quelque chose qui peut vous aider. J'aurais envie de dire,
c'est quelque chose, c'est un livre qui me paraît d'une part nécessaire et d'autre part, je pense qu'il est voilà où on sent aussi toute ta, bon, je te connais, où on sent ta patte, où on sent ton expérience et tout ce que tu nous transmets. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et moi, j'ai envie de te dire, dans l'idée de voilà aussi de prendre soin de soi et de prendre soin de nous, juste j'ai envie de te dire merci. Voilà. Oh, comme c'est gentil! Merci beaucoup d'avoir été là, Manu. Et puis, merci à tous de vous être joints à nous à cette discussion. On a beaucoup souffert que la technologie devienne le centre de notre vie, mais il faut croire que ça crée des beaux moments comme aujourd'hui. Et puis, je voulais remercier tout le monde aussi pour tout ce que vous faites pour la population. Hein, on ne se le fait pas souvent dire. Peut-être un peu plus les soignants en santé physique, mais tous les soignants de l'ombre de la santé mentale qui ont continué à travailler pendant la pandémie, qui n'ont peut-être pas eu les applaudissements sur les balcons, mais vous avez été là, les travailleurs sociaux, les intervenants, les psychologues, les psychoéducateurs, tous ceux qui étaient là pour écouter dans ces lignes d'écoute si importantes. Vous avez été là au service de la population, si précieux, si essentiel. Merci, merci. Prenez bien soin de vous. Merci, Manu, pour cet échange. Merci à toi, Pascal, et à très bientôt. Allez, au revoir à tous. Au revoir.